bienvenue dans ce webinaire sur la question du rôle de la relaxation dans le traitement de la migraine. Donc, juste, je fais 2 mots pour me présenter et je suis très contente de participer avec la voix des migraineux à ce webinaire, on va appeler ça comme ça, on va employer des mots anglais. Voilà, donc moi je suis médecin douleur. Actuellement, je travaille dans le réseau Lutter contre la douleur. J'ai travaillé avant dans des centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc aujourd'hui, c'est la question de la relaxation et son intérêt, son rôle dans la migraine. Donc on va se poser 2 questions pour introduire ce sujet. D'abord, on va refaire un petit point sur qu'est-ce que c'est que la migraine, mais ça, je crois que vous connaissez bien, parce qu'il y a des patients dans ce webinaire, mais il y a aussi des professionnels. Et puis, donc, tout le monde connaît ce que c'est que la migraine. Je vais juste rappeler pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que la relaxation aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va aller vers qu'est-ce que c'est que la migraine d'abord. Donc, je ne pense pas vous apprendre grand-chose pour les patients et patientes migraineuses. Donc, il y a 2 types de migraines. On appelle les migraines sans aura et les migraines avec aura. Donc, ça va être MSA et MA comme abréviation. Donc, la migraine, c'est une maladie fréquente. La migraine sans aura, c'est 12% de la population, 6 à 10% de la population, 12% en général. Et la migraine avec aura, c'est 3 à 6% des migraineuses. Il y a 5% de migraineux chez l'enfant environ. Et il y a vraiment une prédominance pour les femmes. Il y a 3 femmes pour un homme. Ça débute souvent avant 40 ans, dans 90% des cas, et ça diminue après 60 ans. Il y a même des femmes qui n'ont absolument plus de migraine après la ménopause, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Et la migraine sans aura, c'est 85% des migraines et 15% migraine avec aura. Donc, pour affirmer le diagnostic, quand on est médecin, c'est un diagnostic d'interrogatoire, l'examen clinique qu'on doit faire, bien sûr, quand même. On fait un examen neurologique, il est normal et il ne nécessite pas d'examen complémentaire dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment un diagnostic d'interrogatoire, mais on ne peut pas faire le diagnostic à la première crise de migraine, il en faut plusieurs. Qu'est-ce qu'on ressent en fait dans une migraine avec aura? Donc l'aura, c'est un ensemble de signes avant le mal de tête. C'est souvent, ça dure 5 à 60 minutes et c'est totalement réversible. Bon, c'est des moyennes, peut-être qu'il y a des patientes là pour qui ça dure plus longtemps ou moins longtemps. Pour le diagnostic, en tout cas, c'est 5 à 60 minutes. C'est suivi ou non de la céphalée. Le plus souvent, il y a la céphalée qui arrive après, mais quelquefois, il peut y avoir des auras migraineuses sans maux de tête. Et c'est souvent très anxiogène, surtout quand on ne comprend pas et quand c'est les premières crises, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, avec la migraine avec l'aura, c'est donc le plus souvent, c'est un aura visuel. C'est ce qu'on appelle encore la migraine ophtalmique. Donc, on voit des taches, des lignes, des points lumineux, une vision floue. Quelquefois, il y a une amputation du champ visuel, on passe sur le côté. Il peut y avoir aussi des auras sensitives, à type de fourmillement, de picotement au niveau des bras ou de la bouche. Et puis, il y a d'autres auras sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais bon, on va en parler si vous le souhaitez après. Donc, les critères de l'IHS, je les rappelle rapidement pour faire le diagnostic. L'IHS, c'est l'International Headache Society, on voit en accent en anglais. Donc, le critère, c'est qu'il faut au moins 5 crises pour faire le diagnostic de migraine qui répondent à des critères. Donc, les critères, c'est des crises de céphalée, 4 à 72 heures sans traitement, qui ont au moins deux caractéristiques suivantes. Soit elles sont unilatérales, pulsatiles, modérées ou sévères. Donc, vous voyez, la migraine, ça fait vraiment mal. Ça gâche la vie, ça fait vraiment mal. Ce n'est pas une petite douleur, c'est modéré à sévère. Très intense, autrement dit, dans notre jargon.
Et c'est aggravé par l'effort. Donc, il faut au moins 2 de ces caractéristiques pour dire que c'est une migraine, pour parler de céphalie migraineuse. Et pendant la céphalée, il y a au moins un des caractères suivants, soit des nausées et ou vomissements, soit une phonophobie, c'est-à-dire, ne pas supporter les sons, soit une photo c'est pas soit, hein, c'est et une photophobie. C'est phonophobie et photophobie. C'est-à-dire de ne pas supporter la lumière, ce qui fait qu'en général, les femmes vont s'allonger et dans le noir. L'examen clinique, ça c'est un critère important, doit être normal entre les crises et en cas de doute, bien sûr, on doit faire, des examens complémentaires. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire des IRM cérébrales pour faire le diagnostic de migraine. En fait, si on fait des examens complémentaires, c'est parce qu'on a un doute sur une autre pathologie que la migraine. Les signes accompagnateurs, ils sont nombreux, j'en ai cité quelques-uns, vous allez peut-être retrouver, des signes que vous avez. Ils ne sont pas constants, hein, il peut y avoir en tout cas, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des signes de dysautonomie, c'est-à-dire qu'il y a des signes de la dysrégulation neurovégétative. Je vous en parlerai plus tard aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? On va regarder de plus près qu'est-ce qui se passe en fait. Donc la crise de migraine, ça correspond à ce qu'on appelle un orage vasomoteur. Vasomoteur, c'est-à-dire que c'est la motricité, l'ouverture, la fermeture des vaisseaux qui sont au niveau des enveloppes du cerveau, au niveau des méninges, hein, c'est ce qu'on appelle les enveloppes du cerveau. C'est la vascularisation du cerveau qui se fait comme ça. C'est au niveau du cerveau et de ces enveloppes. Donc, ce qui déclenche la crise, juste, je n'entre pas trop dans les détails, hein, c'est au niveau des noyaux gris centraux, bref, c'est au centre du cerveau. C'est juste pour comprendre voilà, ce qui déclenche cette crise-là, donc vasomotrice, là, ce tonnerre vasomoteur, on peut dire, c'est déclenché au niveau des noyaux gris centraux. Donc, ça provoque deux choses, hein, ce qu'on appelle une vasoconstriction, des vaisseaux qui se ferment dans le cortex cérébral, et aussi une dérégulation des systèmes inhibiteurs de contrôle de la douleur. Ça, c'est important, c'est les deux mécanismes en fait, hein, qui font que ça fait mal, la migraine. Alors, pour que la crise se développe, il faut une prédisposition génétique, hein, qui est désignée longtemps, hein, sous le terme de terrain migraineux. On appelle ça un terrain migraineux. Autrement dit, les personnes qui ont des migraines ont un terrain particulier, c'est-à-dire qu'ils ont une hypersensibilité de ces récepteurs. Donc, dans la crise de la migraine, il y a vraiment deux moments un peu à distinguer. Il y a avant le mal de tête, il y a d'abord une vasoconstriction qui peut donner dans la migraine avec l'aura, et souvent les personnes qui sont migraines savent bien reconnaître, hein, se disent: «Ah, je vais avoir» avant le mal de tête, se sentent un peu mal, se sentent un peu flottés, ou voire même les nausées peuvent arriver à ce moment-là, avant même le mal de tête, et donc ça correspond à la vasoconstriction, c'est-à-dire à la fermeture des vaisseaux dont on vient de parler. Et puis il y a une deuxième phase qui est une vasodilatation qui correspond à la céphalée. C'est-à-dire que la vasodilatation, vous voyez, la céphalée, elle correspond au fait que ça fait mal parce que les vaisseaux qui se dilatent, comme c'est dans le crâne, la boîte crânienne, ben, ce n'est pas extensible, hein, ce n'est pas comme la peau, hein. Quand on a chaud, les vaisseaux se dilatent à la peau, mais la peau, elle est souple, et du coup, ça ne fait pas mal. Ben, ça donne mal à la tête parce qu'on a mal, parce que les vaisseaux, en se dilatant, peuvent créer une pression, et ça donne aussi ce caractère pulsatile, hein, cette impression que ça bat quelquefois, on entend. C'est ce qu'on a vu dans les critères diagnostiques. Donc c'est important aussi, je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même important de bien comprendre que quand on prend par exemple des triptans qui sont des vasoconstricteurs spécifiques qui agissent sur les vaisseaux spécifiques du crâne, hein, du cerveau, eh bien il faut les prendre au moment de la céphalée et non pas avant, parce qu'avant il y a une vasoconstriction. Donc, il faut prendre les traitements au moment de la vasodilatation. D'accord? Je fais une petite parenthèse parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas mon sujet, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, j'avance. Et là, on voit bien qu'il y a la mise en jeu aussi de ce système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qui se fait en fait dans notre corps. C'est-à-dire que ça régule l'ouverture, donc la fermeture des vaisseaux, hein. Quand on a chaud, ça se dilate un peu pour pas que la température du corps monte trop.
quand il fait froid, pour pas refroidir, ça se ferme. Ça régule la sécrétion hormonale, ça régule les sécrétions digestives, tout ça, ça se fait automatiquement, hein, ça régule tout ce qui est la respiration, les battements cardiaques, tout ça, c'est automatique, hein. Vous ne pouvez pas décider d'accélérer votre cœur comme ça ou de le ralentir, enfin, ce qui peut avoir un intérêt dans certains cas, mais ça se fait, vous voyez, automatiquement. Donc c'est important parce que vous allez voir que la relaxation, ça va agir sur le système neurovégétatif. Donc vous voyez que la migraine, hein, c'est un moment, c'est lié vraiment à ces mouvements d'ouverture, de fermeture de vaisseaux, pour faire rapide. La relaxation, donc qu'est-ce que c'est? La relaxation, c'est une technique, hein, c'est un outil, donc ça, comme toutes les techniques ou tous les outils, bah ça dépend comment on s'en sert. Et on va essayer de se poser la question aussi de qu'est-ce que ça a comme effet et pourquoi, dans quel but, dans quels objectifs on peut s'en servir. Alors, dans quel but et dans quels objectifs on peut s'en servir, ça peut être très varié, hein. On peut s'en servir pour se détendre, pour aider à se détendre. D'ailleurs, ça s'appelle relaxation, hein, c'est pas pour rien. Mais on peut s'en servir pour gérer le stress. On peut s'en servir pour gérer la douleur aiguë, hein. Aiguë pour nous, c'est gérer la douleur brève, hein, les douleurs qui ne durent pas longtemps. On peut s'en servir pour diminuer la douleur chronique. On peut s'en servir dans la psychothérapie, notamment des psychothérapies à médiation corporelle. Donc vous voyez qu'on peut avoir des objectifs très différents, toujours avec le même outil. Donc j'ai mis des points de suspension parce que je pense qu'on pourrait trouver encore d'autres usages de cet outil relaxation. Alors, comment on s'en sert de la relaxation, hein? En fait, on va se servir de la physiologie, c'est-à-dire de notre niveau de conscience, d'un niveau de conscience qui est physiologique, par lequel on passe tous les jours, hein, juste avant de s'endormir ou juste avant de se réveiller, hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ce niveau de conscience où on n'est pas complètement réveillé, mais on n'est pas complètement endormi encore, hein. Moi, tous les matins, comme ça, je me dis, de me réveiller, hop, je me dis, on flotte un peu, quoi, hein. Tiens, je me réveille ou je me réveille pas, vous voyez, quelquefois je me rendors d'ailleurs, hein, quelquefois on replonge dans le sommeil, hein. C'est ce niveau de conscience un peu particulier, hein, qu'on appelle le niveau de conscience alpha, entre veille et sommeil, parce qu'en fait, à l'électroencéphalogramme, quand on fait des enregistrements, hein, au niveau des EEG, eh bien, c'est ce qu'on appelle, il y a des ondes alpha, hein, ce n'est pas des ondes bêta qui sont des ondes de l'éveil, ni des ondes delta où on est plutôt dans le sommeil. C'est un niveau intermédiaire. Alors, c'est quoi l'intérêt d'être dans ce niveau-là? C'est que, entre autres choses, que là, on peut avoir une action, hein, sur la régulation neurovégétative. Donc, vous voyez que ça va nous intéresser par rapport à la migraine. On va peut-être pouvoir moduler les ouvertures et la fermeture des vaisseaux, ce qui est intéressant. Alors, je vais parler des effets de la relaxation en général, hein, quelles que soient les techniques là, hein, donc quand on se relaxe, bah, qu'est-ce qui arrive? En général, il y a une détente musculaire. Il y a souvent, il y a un ralentissement de la fréquence cardiaque, hein, le cœur se met à battre moins vite, mais il n'y a aucun risque qu'il s'arrête, hein, je vous rassure tout de suite. Et puis, il y a la respiration qui devient plus calme, plus régulière, hein. Ça, c'est l'état de relaxation. Ça, on pourrait dire, quelle que soit la technique. Ça s'accompagne également, ou pas d'ailleurs, hein, d'une sensation de détente, de calme, d'être à l'aise, de bien-être. Et où on peut avoir une sensation de corps lourd ou léger. Tout ce que je vous dis là, hein, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que et à la limite, nous, quand on l'utilise dans la douleur, on ne recherche pas forcément ces états-là, vous voyez? Contrairement à certaines techniques où on recherche ces états-là, notamment pour le stress. Là, dans cet état de relaxation entre veille et sommeil, donc la focalisation, hein, de l'attention est facile. Donc on voit qu'il va y avoir là des effets de la relaxation sur la douleur. Et là, en fait, il y a une action vraiment sur la douleur. On l'a bien démontré, hein, on ne va pas refaire des preuves, hein.
Mais quand on est justement à ce niveau de relaxation, on peut porter son attention, ce qui va diminuer la perception de la douleur. C'est un des effets physiologiques, hein. Alors, je vous ai refait un petit schéma, mais je ne sais pas si ça va être très, très clair de comment ça fonctionne la douleur. On a 3 neurones, toc. Là, ça, oui, il faut quand même que j'explique parce que je ne suis pas très douée en dessin. Ça, c'est un cerveau, ça, c'est une moelle épinière. Et vous avez 3 neurones, 1, 2, 3, et 2 synapses, hein, c'est les articulations entre les neurones. Alors, voilà, ça n'a aucun intérêt de le savoir, sauf que c'est à ces endroits-là, le message qui est envoyé, il peut être modifié. Il peut être soit amplifié, soit diminué, soit bloqué. C'est la différence qu'il y a entre une sensation et une perception, hein. Donc la sensation douloureuse, le message, quand il y a une stimulation, le message nociceptif là, qui va entrer, premier neurone, deuxième neurone, troisième neurone, à la surface du cerveau, va être perçu. Et pour percevoir, il va falloir, un, être réveillé, et deux, porter son attention sur la sensation. Et donc, vous voyez que si on détourne son attention, on a moins de perception et du coup, on a moins mal. Ça, c'est un peu la neurophysiologie de la douleur de base, je dirais, hein. Déjà, quand on comprend ça, on comprend beaucoup de mécanismes de la douleur. Hein, vous avez sûrement remarqué que si vous arrivez à détourner votre attention, vous allez moins percevoir, donc vous allez avoir. Alors, c'est le problème de la migraine, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est une céphalée qui est d'intensité modérée, enfin moyenne, à très forte. Donc, c'est assez compliqué quand c'est très intense d'arriver à détourner l'attention de la douleur. Autre effet de la relaxation sur la douleur, c'est le fait de pouvoir se concentrer. Se concentrer, c'est un petit peu plus que de détourner son attention, c'est de ne penser qu'à une chose. Et quand on s'entraîne à faire des techniques de relaxation, de méditation, tout ça, on va en reparler, hein, ben, on s'entraîne à se concentrer et à ce moment-là, il y a un mécanisme modulateur dans notre système nerveux qui s'appelle le rétrocontrôle sérotonine descendant. Donc ce rétrocontrôle, vous voyez, on le déclenche quand on se concentre. Donc, je vous l'ai dessiné en dehors de la moelle épinière, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un neurone, voilà, qui descend et qui vient activer, qui vient sécréter plutôt des endorphines, là, entre le premier et le deuxième neurone, et donc du coup, ça va bloquer le passage vers le haut. Donc, il n'y aura pas de perception, donc il n'y aura pas de douleur. Donc, ce système, il est très pratique et intéressant, mais il faut pouvoir l'activer. Et on l'active quand on se concentre. Hein, se concentrer, c'est plus que de simplement porter son attention. Hein. Quand on se concentre, on est captivé au niveau mental. Et donc, on a montré, hein, que quand on faisait des séances de relaxation tous les jours et régulièrement tous les jours pendant plusieurs mois, ben, on avait des sécrétions d'endorphines. Enfin, c'est une étude qu'on avait faite à Montpellier il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et il y a des sécrétions d'endorphines qui sont. Bon, c'est une courbe et comme ça, si on s'entraîne, on a de sécrétion d'endorphines et donc on a donc un effet antalgique à long terme. Donc il y a un troisième pan d'effet de la relaxation sur la douleur, c'est par rapport à la douleur chronique, hein. La douleur chronique, c'est d'avoir mal plus de 3 à 6 mois et donc soit pas. Dans la migraine, il peut y avoir des migraines chroniques, hein, donc j'en parle un petit peu. C'est-à-dire c'est des douleurs, des migraines qui ne cèdent pas, qui durent très longtemps, qui sont prolongées. Et quand on a mal de façon prolongée dans notre système nerveux, ben, il y a ce qu'on appelle une sensibilisation, hein, du système nerveux, une sorte de mémoire de la douleur qui s'inscrit vraiment dans les neurones, enfin dans le système nerveux, hein, qui est illustré par exemple par les membres fantômes. Hein, que, je pense que ça me parle, hein, le membre fantôme, on voit que les sensations, elles sont mémorisées dans le système nerveux. Et quand on fait une amputation, la personne peut avoir l'impression d'avoir encore sa jambe. Et si elle avait mal à cette jambe avant l'amputation, pendant longtemps, dans une douleur chronique, notamment d'artérite par exemple, eh bien, elle va avoir l'impression d'avoir non seulement sa jambe, mais en plus d'avoir mal à sa jambe. Voilà. Ça illustre un petit peu, je pense que vous avez entendu parler, hein, de ces phénomènes. On comprend beaucoup mieux maintenant, hein. Avant, on ne comprenait pas du tout comment ça fonctionnait, mais là, on a bien compris au niveau neurophysiologique comment ça marche. Donc voilà,
Hein, donc le problème de la douleur chronique notamment des migraines chroniques, c'est que quand elles s'installent, ça devient un espèce de cercle vicieux puisque ça va se mémoriser, donc sensibiliser le système nerveux et donc ça va provoquer de la douleur qui elle-même va provoquer une mémorisation qui elle-même va provoquer de la douleur et hop, on est parti dans un cercle vicieux. Et pour traiter cette sensibilisation, on a déjà 2 méthodes, hein, qu'on utilise beaucoup. C'est certains antidépresseurs, donc peut-être que vous en avez pris, hein, du Laroxyl ou du Cymbalta, des choses comme ça, et des techniques de relaxation. J'ai mis un S, hein, parce qu'il n'y a pas une technique qui soit mieux qu'une autre, on en reparlera surtout dans le deuxième webinaire d'ailleurs. Mais la relaxation, elle va agir aussi parce qu'on va se concentrer sur une autre sensation que la douleur. Et petit à petit, ça va d'une certaine manière, hein, gommer la douleur, ça va désensibiliser le système nerveux. Et pourquoi les antidépresseurs? Parce que ces antidépresseurs sont des neurotransmetteurs, hein, qui vont aller réguler, hein, notamment au niveau de la sérotonine, hein, ils vont réguler cette hypersensibilisation qu'il y a du système nerveux dans la douleur chronique, dans les migraines chroniques en particulier. Autre effet de la relaxation intéressant pour la migraine, hein, c'est via le système neurolutatif. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je me répète un peu, mais c'est l'idée que quand on est au niveau de ce niveau de conscience alpha, il y a une ouverture, on peut contrôler un peu l'ouverture et la fermeture des vaisseaux. De même que, vous voyez, on peut contrôler un petit peu, quand on est entraîné, les battements cardiaques, etc. Je vous disais, hein, la relaxation, c'est une technique, c'est un outil, ça dépend comment on s'en sert, et ça dépend où est-ce qu'on veut aller. Et là, vraiment, il y a beaucoup de techniques de relaxation différentes, donc, que vous connaissez peut-être déjà, hein. Et donc il y a l'hypnose, l'auto-hypnose. Nous, on est plutôt pour donner la possibilité aux patients d'être autonomes, donc qu'ils apprennent eux leur technique, leur séance plus type, donc plutôt de l'auto-hypnose. On peut utiliser des méthodes, il y a la méthode Vitose, hein, qui est très centrée sur des questions, sur des exercices sensoriels. On en reparlera plus la prochaine fois, hein, tout ça. La sophrologie, qui est déjà un mélange de plusieurs techniques de relaxation, c'est une association d'exercices qui viennent de plusieurs techniques, notamment du Vitose, notamment du yoga, notamment du Jacobson, d'ailleurs. Il y a le Schultz, hein, qui est beaucoup utilisé notamment pour les psychothérapies. Jacobson, donc, qui est centré sur détente, contraction, on en reparlera. Et puis les techniques de méditation, notamment le MBSR, le mindfulness. Hein. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je suis allée assez vite, du coup. Et donc, pour parler de toutes ces techniques, je vous propose qu'on se voit plutôt le 8 février, puisque c'est ça qui est prévu. Vraiment, merci beaucoup. Pour nous, c'est une première d'organiser un webinaire de cette ampleur, même si tout le monde n'a pas pu participer. Merci.